Bienvenue sur Télébilingue en ce dimanche 14 septembre. Voici ce qui fait l'actualité dans notre région. Les curieux ont pu profiter d'une occasion unique, visiter le chantier du tunnel de Glérès. 1500 personnes ont exploré les 500 mètres de galeries déjà creusées. Autre visite, autre lieu. À Courtelary, la Villa Longel, un joyau du patrimoine culturel régional, a pu être admirée. L'équipe de Suisse de Coupe Davis s'est inclinée devant l'Inde. Retour sur les matchs de samedi en fin de journal. Il est chargé ce week-end pour les CFF. La compagnie ferroviaire ouvre ce samedi le chantier du tunnel de Glérès, mais cette fois-ci à la population. Cette journée portes ouvertes invite à explorer les 500 mètres de galeries déjà creusées. Même loin d'être terminé, le tunnel impressionne. C'est cool de pouvoir le visiter et puis il est trop beau. Il y a vraiment un sentiment de grandeur qui se dégage, c'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment fantastique de pouvoir voir tout ce qui se passe pour que deux voies de train puissent circuler et l'ampleur du chantier. On ne pourra plus jamais y revenir, même une fois fini, si on passe en train, ça ne sera plus la même chose. Donc c'est intéressant de voir toutes les machines, l'infrastructure qu'il y a autour de ce chantier et tout ce que ça implique pour l'environnement, pour la technique et tout. Avec sa galerie spécialement éclairée pour l'occasion, le site attise la curiosité. Plus de 1500 personnes s'y sont rendues. Les stands d'information et les visites guidées sont pris d'assaut. Pour les visites guidées, on devait s'inscrire à l'avance, donc c'est plus de 850 personnes qui se sont inscrites. On part toutes les heures des visites guidées en français, en allemand. C'est vraiment un immense succès. Comment un tel chantier est-il rendu possible? C'est ce qui est aussi expliqué au public. Devant l'entrée du tunnel, des maquettes sont utilisées pour présenter les différents processus de la création d'une route. En fait, on voit toutes ces machines, tous ces travaux pour poser de l'enrobé, mais on ne sait pas quelle est la genèse et quelle est l'initiative pour pouvoir avoir à la fin un tapis. Ce qu'on appelle un tapis, c'est vraiment une chaussée qui est lisse, sur laquelle on peut rouler. Ensuite, on a des chaussées qui permettent d'absorber l'eau, de drainer l'eau. Et puis voilà, c'est tout ce processus qui est intéressant de faire comprendre aux gens pour qu'ils puissent aussi comprendre pourquoi on fait des chantiers actuellement en Suisse et dans toute l'Europe. Pour clôturer la visite, plusieurs ne résistent pas à l'envie de ramener un bout de roche en souvenir. Heureusement, des caisses entières de plus petits morceaux ont été préparées à l'avance. Ils viennent de les exploser, c'est drôle de voir des cailloux qui viennent d'exploser. Les portes ouvertes de samedi étaient probablement la dernière occasion pour la population d'accéder au tunnel de Glérès avant sa mise en service prévue pour fin 2029. Le chantier de Glérès n'est pas le seul en effervescence ce week-end. À la gare de Moutier, c'est le remplacement d'un pont qui mobilise. 200 ouvriers et ouvrières s'affairent à remplacer des aiguillages et déplacer cette structure en ciment d'un poids de 500 tonnes. La partie construction même du nouveau pont qui a été mis en place ce week-end a duré 8 mois. Et l'opération en tant que telle, donc de déplacer le nouveau pont à son emplacement définitif, ce qui a été fait ce matin, a duré 45 minutes. Les travaux d'installation du pont s'étireront jusqu'à lundi. Tous les trains passant par Moutier sont d'ici là remplacés par des bus. C'est des week-ends qui se préparent des années à l'avance pour que tout se combine bien, pour qu'on puisse faire ces centaines de milliers de francs de travaux en quelques heures, tout en permettant toujours aux clients d'aller d'un point A à un point B. Plus que les voies, c'est toute la gare prévôtoise qui est mise en conformité. Le chantier avance dans les temps, il devrait être achevé à la fin du mois de novembre de cette année. On est ici devant la maison Longel, une maison qui a été construite en 1835 par la famille Bell-Richard. La Villa Longel à Courtelary fait partie des bâtiments classés monuments historiques du canton de Berne. Elle est considérée comme un véritable joyau du patrimoine culturel régional. Liliane Vernely-Longel a hérité cette maison de sa famille. Pendant 2 ans, avec l'aide de son mari, elle l'a restaurée avec passion. Sur cette photo, on voit le couloir ici tel qu'il était avant. Je suis une amoureuse inconditionnelle du patrimoine. J'ai envie de la respecter et de lui donner toute sa splendeur. Les propriétaires ont ouvert leur villa au public dans le cadre de la Journée européenne du patrimoine.
Pour cet événement, René Queliquer, historien de l'art et collaborateur du service des monuments historiques du canton de Berne, était présent. C'est une maison privée où normalement monsieur, madame, tout le monde ne peut pas accéder. Donc ça permet de voir cette maison et surtout ça permet aussi de montrer le travail que fait le service des monuments historiques avec des propriétaires. Le service des monuments historiques du canton de Berne aide les propriétaires à restaurer leur maison pour qu'elle soit aussi proche que possible de ce à quoi elle ressemblait à l'origine. C'est une maison qui remonte au début du 19e siècle, donc c'est différents propriétaires. D'abord des notaires qui habitent ici dans la région, ensuite rachetés par un industriel. Et puis maintenant, on a bien vu avec les nouveaux propriétaires qui ont rendu ces lettres de noblesse à cette maison avec les travaux qu'ils ont effectués, puisqu'ils ont effectué comme un retour en arrière. La visite attire surtout des férus d'histoire et des personnes qui apprécient le charme de l'ancien. De nos jours, on vit à 100 à l'heure, on construit encore et encore, on démolit les maisons qui ont plus de 60 ans. Là, la maison qu'on visite a plus de 100 ans. J'habite dans une ancienne ferme et puis que j'ai rénovée. Donc voilà, le patrimoine au sens large m'intéresse. Par rapport au patrimoine existant, il est en voie de disparition parce que la plupart des gens veulent du moderne. Préserver un bâtiment historique, comme la Villa Langelle, ne signifie pas vivre dans le passé. On voit ici cette maison, elle fait partie de l'histoire de l'architecture, mais en même temps on voit qu'elle est modernisée, dans le sens on voit qu'elle a une cuisine adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Donc pour moi le passé c'est une source d'inspiration pour ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça dans le monde entier, pas seulement ici en Suisse, pas seulement à Courtelary, mais dans le monde entier, quoi. Ce week-end, en Suisse, le public a pu découvrir plus de 400 lieux classés au patrimoine, dont 35 dans le canton de Berne. Par exemple, la Villa Lindeneck à Bienne. Comment transformer le bois de nos forêts en toit ou en corps des Alpes? Réponse à ces questions lors des Journées du bois suisses qui ont eu lieu ce week-end et qui ont été organisées par le label Bois Suisse. 150 entreprises dans toute la Suisse ont ouvert leurs portes avec un objectif, montrer aux gens tout ce que cette matière première peut faire. L'entreprise Tommy SA à Valperswil, spécialisée dans les constructions en bois, y participe. Les visiteurs et visiteuses peuvent suivre le parcours du bois de la forêt à l'entreprise, en passant par la scierie, et découvrir comment il est transformé avant d'être livré aux clients. Dans l'atelier, les employés sont en train de fabriquer un élément de toiture. Ici, ils ont déjà mis de l'isolation autour de la fenêtre de toit. C'est la partie intérieure de la fenêtre qu'on voit. Une fois montée, cette partie sera horizontale et celle-ci verticale. Jörg Schori est responsable de la planification et de la réalisation dans l'entreprise Tommy SA et est convaincu par le bois, car il a de nombreuses propriétés. Parce que le bois peut absorber et restituer de l'humidité en fonction de l'air ambiant de la maison. Et c'est un matériel solide et léger à la fois. Tu obtiens une construction solide mais légère avec pas trop de poids sur la partie inférieure. Et c'est isolant. Les éléments préfabriqués conçus par l'entreprise de Valperswil sont ensuite transportés et assemblés sur les chantiers à l'aide d'une grue. Une partie du bois, celui de la scierie, provient de la forêt du Frinisberg. Le reste provient d'autres forêts suisses, comme nous l'explique le directeur. En 2024, dans notre entreprise, 400 mètres cubes de bois suisse a été transformé. Pour vous donner une idée, ça représente entre 8 et 12 camions de bois par année. Le bois transformé par Tommy SA est majoritairement de l'épicéa ou du sapin. Un défi pour l'avenir, Jörg Schori se demande si l'épicéa résistera au changement climatique. Ou encore, avec quel bois est-ce qu'on construira si les épicéas viennent à manquer? Les journées du bois sont aussi là pour se poser ces questions. Le bois me tient à cœur car c'est beau de travailler avec ce matériau. J'ai appris menuisier parce que j'aime le bois et je suis moi-même propriétaire forestier. Le bois a une place importante dans nos vies. Les journées du bois suisse qui ont eu lieu vendredi et samedi ont eu un joli succès. Environ 500 personnes ont visité l'entreprise Tommy SA à Valperswil. 3, 2, 1.
Ce vendredi soir à la Coupole à Bienne, des beatboxers de tout le pays se font face pour tenter de décrocher le titre de champion suisse 2025. Et c'est le chaudefonnier Aria qui remporte la compétition. Toutes les personnes qui ont participé au championnat ont donné leur meilleur, vraiment. Les jurys et les participants sont de vraies inspirations. Et c'est complètement fou. Genre vraiment, c'est un art que j'adore. Et on verra ce que ça donnerait pour la suite. Mais je l'ai fait et je suis très très content de ce résultat. Ouais. Voilà. 20 beatboxers prenaient part en début de soirée aux qualifications sur l'esplanade. Angel Beat 25, âgé de 10 ans, est le plus jeune participant. Je sais faire ça depuis que j'ai 3 ans. Je n'ai pas appris, j'ai toujours su faire ça. Mon premier son, c'était ça. C'était mon rêve de pouvoir monter sur scène, faire du beatbox. Pour départager les beatboxers tout au long de la compétition, 3 membres du jury, 3 champions du monde, de Belgique et de France, ont fait le déplacement. On est très content de voir la nouvelle génération de beatbox suisse. C'est très bien, il y a des compétiteurs très sérieux. Un des critères qui est très important aujourd'hui, enfin du moins pour moi et je pense pour nous aussi, c'est l'originalité. Donc on entend des nouvelles sonorités, des nouveaux grooves, des nouveaux sons, ça nous fait tout de suite « Ah, ça c'est chouette, c'est original, ça change ». Et ouais, donc la nouvelle génération en plus a tendance à beaucoup chercher de nouvelles sonorités, des sons différents et qui tournent vraiment vers des sons électroniques, quoi. Au début, ils mettaient rythmique et la batterie, mais maintenant, on essaye de vraiment créer des compositions et plus longues et avec des sons plus originaux. Ces championnats suisses font partie des événements organisés ce week-end qui célèbrent les 25 ans du X-Project. On les a fait en 2017 la première fois au X-Project, donc dans l'ancien X-Project, il faut le dire, qui a été détruit par la suite et nous on avait un atelier là-bas. Donc on a une connexion entre les championnats suisses de beatbox et le X-Project depuis très longtemps. Pour moi c'est toujours beau d'avoir une sorte de cohésion entre nous tous et d'avoir une petite ambiance familiale en fait en soi. Et pour moi c'est important de toujours pouvoir représenter un peu ça durant ces événements-là. Cette compétition fait vibrer ce soir la Coupole. 21 ans après que le premier championnat suisse s'y soit déroulé en 2004. Le MS Moorton, le bateau sur lequel nous nous trouvons et qui file sur le lac de Morat, navigue depuis 100 ans. Pour fêter ça, des croisières anniversaires ont été organisées durant le week-end par Olago Mio, la société propriétaire de l'embarcation. Ce bateau, construit en Allemagne, a été déniché par hasard en 2014 par Beat Scher et sa femme lors d'un voyage à Heidelberg. Avant, nous avions un autre bateau, mais il ne me plaisait pas particulièrement. Ma femme savait que nous cherchions un modèle plus ancien. Quand elle a vu ce bateau, elle a dit « ce sera celui-là et aucun autre ». Nous sommes allés discuter avec le propriétaire qui a d'abord refusé catégoriquement de nous le vendre. On a insisté et négocié longuement, puis il a fini par accepter, à condition que nous lui trouvions un autre bateau. Ce fut chose faite et nous sommes heureux d'avoir pu nous procurer ce magnifique bateau d'époque. C'est un bateau classique, historique. Il est à peu près d'origine. C'est une construction robuste de l'artisanat naval des années 1920 sans pareil. Le salon est d'origine, la barre aussi. Le moteur n'est pas d'origine, c'est le 3e. Pas étonnant pour un bateau âgé de 100 ans. Magdalena Arn est l'une des 5 matelotes en train de faire la formation de conductrice de bateau. L'embarcation est dotée d'équipements modernes, avec notamment l'indispensable GPS, mais elle fonctionne encore comme à l'ancienne.
Il n'y a pas d'assistance hydraulique, tout est mécanique, ça demande de la force. Les 100 ans du MS Moorten sont une aubaine pour Mora Tourisme, pour qui la navigation est très importante. Le mélange parfait, c'est la vieille ville de Mora, le lac et le terroir du Vuy. Et ça, ce mélange-là, dès qu'on fait une sortie où on a tous ces éléments qui se mélangent, ça fait des miracles. Sur la terre ferme, au port de Mora, la société de navigation au Lago Mio a fait installer un siège 2 places pivotant pour marquer le coup. Un cadeau aux Moratoises et aux Moratois pour leur permettre de profiter de la vue sur la vieille ville et de la vue sur le lac. Samedi, à Bienne, Henri Bernet aura tenu à peine plus d'1 heure face à Sumit Nagal. La Coupe Davis s'est terminée pour la Suisse qui se voit reléguée en 2e division du groupe mondial après avoir essuyé 3 défaites en 4 matchs face à l'Inde. Henri Bernet n'a rien à se reprocher, c'est son premier match de Coupe Davis et il n'a que 18 ans. Dominique Stricker et Jakub Paul n'ont eux non plus rien à se reprocher. Ils ont gagné leur match en double, de quoi provoquer des sentiments partagés. Pour moi, c'est un peu bizarre parce que moi, j'ai gagné mon premier double, mon premier match en Coupe Davis. Donc, j'étais très heureux de ça. Mais ouais, à la fin, on a perdu comme une équipe. Donc, ouais, on est très déçus. Oui, on a gagné le double. C'est bien pour moi, pour mon confiance. Mais ouais, c'est dur de perdre contre l'Inde. La paire suisse a pu compter sur un public ultra motivé, à défaut d'être très nombreux. Pourtant, avant de rentrer dans le stade, les spectatrices et spectateurs font preuve d'un enthousiasme, disons, modéré, à cause des 2 défaites subies vendredi. On en attendait un peu plus hier, mais bon, c'est comme ça. Ils peuvent tout donner aujourd'hui. On ne doit jamais perdre espoir. Plus rien ne peut me surprendre après ce qui s'est passé hier. Un mauvais départ, mais à mon avis, avec un bon entraîneur et puis une bonne remotivation, ça ne devrait pas trop mal se passer aujourd'hui, en tout cas on l'espère. On va voir. Au final, c'est donc un week-end à oublier pour le tennis suisse et un week-end historique pour le tennis indien. Cela faisait depuis 1993 que l'Inde n'avait plus remporté de victoire en Coupe Davis sur sol européen. C'en est tout pour l'information de ce week-end. Mais restez avec nous. Dans quelques instants, notre émission sport. Nous allons nous intéresser au coaching sportif. Un métier en vogue ces dernières années, mais qui compte majoritairement des hommes. Rencontre avec 2 femmes coachs passionnées. Belle soirée, belle suite de programmes et à bientôt sur Télé Bilingue.